Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Je vais me mettre à nu devant vous, je vais tout vous dire. Aujourd'hui, je tourne la seule vidéo que j'ai réellement prévu de tourner depuis plus de 3 ans, depuis l'ouverture de ma chaîne, que je n'ai jamais réussi à faire. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les raisons de ma prise de poids. Je vous ai partagé tout mon parcours perte de poids depuis plus de 3 ans. J'ai perdu 40 kilos, mais je ne vous ai jamais dévoilé encore la raison de ma prise de poids. Pourquoi j'en suis arrivée à devenir obèse? Où est-ce que tout a commencé? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler publiquement ce que très peu de gens savent sur moi. Ce qui m'a détruite, mais ce qui m'a aussi permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé, après 20 ans, d'enfin prendre la parole. J'ai été victime de grossophobie dès le plus jeune âge. J'ai vécu du harcèlement scolaire pendant toute ma scolarité et dans cette vidéo, je vais tout vous raconter. Du moins les grandes lignes, les souvenirs qu'il m'en reste et les conséquences que ça a eu sur mon parcours. À travers cette vidéo, j'espère aussi dénoncer le harcèlement scolaire et faire de la prévention. J'ai clairement vécu l'enfer à l'école, depuis l'école élémentaire jusqu'à la fin de ma scolarité, jusqu'à la fin du lycée en fait. Ça a donc commencé à l'école primaire, pas tout de suite, mais dès que j'ai commencé à avoir des formes, on m'a directement collé l'étiquette de grosse. Pourtant, je n'étais pas une enfant à problème de poids. Au contraire, quand j'étais petite, j'étais plutôt maigre et je me souviens très bien que le médecin avait dit à ma maman de me donner à manger parce que je n'avais vraiment que la peau sur les os. Mais le truc, c'est que j'ai été réglée très jeune, j'ai eu mes règles à 10 ans et à partir de là, j'ai commencé à avoir des formes, à avoir des seins qui poussent. Et à partir de ce moment-là, j'ai clairement commencé à me sentir comme un extraterrestre parce que j'étais la seule fille à avoir mes règles aussi jeune. Donc je sortais du lot, j'étais différente et on m'a tout de suite dit que j'étais grosse. Donc les garçons se moquaient de moi et les filles ne voulaient pas être mes copines. J'ai très rapidement été rejetée, moquée, traitée et j'ai subi également des violences physiques. Je me souviens un jour, lorsque j'étais en classe de CM2, dans la cour, tous les garçons, sans que je ne m'y attende ni ne sache pourquoi, s'étaient jetés sur moi. Et je me souviens très bien me retrouver à terre, allongée au sol, avec tous les garçons autour de moi qui me donnaient des coups de pied. Aucun adulte n'a vu, aucun enfant n'a pris ma défense. J'ai subi jusqu'à ce que ça s'arrête, jusqu'à ce qu'ils en aient marre. J'ai vraiment commencé à avoir peur des autres, à me sentir nulle et à me mettre dans mon coin pour éviter que ça se reproduise, à m'isoler. Je me suis très vite retrouvée seule, vraiment seule, que ce soit à l'école ou à la maison. Je n'avais ni frère ni sœur. Je me souviens rentrer le midi chez moi, à la pause déjeuner, à pied. Ma mère était au travail, elle me laissait soit des croissants au fromage surgelé, vous savez, ou des rouleaux jambon fromage, des friands, enfin voilà, ce genre de choses que je n'ai pas mangé depuis l'époque d'ailleurs, que je réchauffais au micro-ondes et que je mangeais toute seule devant la télé. Le soir, je n'avais pas d'enfant avec qui jouer, je jouais toute seule dans ma chambre, je jouais, je faisais mes devoirs. Alors de ce côté-là, j'excellais, j'étais la première de ma classe, mais j'avais la boule au ventre en allant à l'école parce que je savais que personne ne voulait de moi et que je risquais d'être harcelée. Mais le pire m'attendait au collège. Grosse vache, bouse de vache aussi, hein, un petit jeu avec mon nom de famille, voilà, que je ne dévoilerai pas ici, mais bouse de vache, ça revenait énormément, gros cul, personne ne t'aime. Tout le monde au collège me détestait juste parce que j'étais grosse. Alors c'est vrai que j'avais des formes, j'étais pas une fille mince, mais pour autant je n'étais pas grosse. Je me souviens que j'essayais de me faire vraiment toute petite, de me cacher, de croiser le regard de personne, je restais dans mon coin. Pourtant, ils ont continué sans relâche, et ce, chaque jour de ma scolarité. Ça commençait dès le début de la journée, dès le moment où je partais de chez moi, parce qu'en fait, je prenais le car pour aller au collège, et j'étais la dernière à être récupérée. Ma famille voyait ça comme une chance, moi je voyais plutôt ça comme une malchance, parce que comme j'étais la dernière à être récupérée, il n'y avait pas forcément beaucoup de place dans le car, ce qui fait que, vous savez, il y a des places par deux. Et quand je rentrais, toutes les places étaient prises. Il y avait certains élèves qui étaient par deux et il y avait certains élèves qui étaient tout seuls et qui posaient leur sac à côté. Et quand je montais dans le car, personne ne voulait pousser son sac pour que je m'assoie. J'étais répugnante. J'étais la fille avec qui il ne faut pas traîner. Clairement, c'était ça. C'était surtout pas elle. C'est une grosse vache. Personne ne l'aime. Voilà, c'était vraiment l'image que j'avais, la réputation que j'avais. Et ça commençait dès l'entrée dans le car le matin. Alors le conducteur de bus du car m'obligeait à m'asseoir parce que c'était interdit de rester debout, mais les autres élèves ne voulaient pas pousser leur sac, personne ne voulait s'asseoir à côté de moi et c'était déjà un gros malaise pour moi dès le matin au réveil parce que je ne pouvais pas m'asseoir, donc j'étais obligée de prendre de force un sac, de lui donner à l'élève qui était à côté pour pouvoir m'asseoir, pour obéir au conducteur. Donc dès le matin déjà je vivais un très profond mal-être parce que moi j'étais du genre vraiment à rester dans mon coin, à ne pas me défendre, alors que là j'étais obligée de faire une action envers un autre élève.
Enfin, clairement, ça, je l'ai vécu très très mal. Donc ça, c'était le début de la journée. Après, j'arrivais au collège, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Tout le monde se moquait de moi. Donc j'essayais de me cacher, de me mettre dans un coin. J'attendais avec impatience que retentisse la sonnerie de l'école pour rentrer en classe. En classe, j'avais un peu de répit. Alors clairement, j'étais l'élève qu'on n'entendait jamais. Je ne prenais jamais la parole. D'ailleurs, à l'époque, on n'incitait pas tant qu'aujourd'hui les élèves à prendre la parole. Moi, j'étais une élève vraiment... C'est même pas discrète, c'est effacée. C'est-à-dire que personne ne m'entend, personne ne me voit. Moi, on me regarde, mieux ça me va au contraire. Alors, je travaillais bien, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais voilà, j'étais concentrée sur l'écrit et je n'avais vraiment aucune compétence en termes de prise de parole. Aujourd'hui, je fais des vidéos YouTube, c'est assez rigolo. Hein, mais moi, je précise quand même que j'ai pas eu mes oraux du CRPE pour être professeur des écoles. Mais bon, en tout cas, en classe, c'était vraiment mon moment de répit parce que les élèves étaient concentrés et puis qu'il y avait l'enseignant en face, donc on pouvait pas se permettre évidemment de faire ce qu'on veut. Et moi, ça m'arrangeait bien parce que du coup, personne m'embêtait trop en classe. Ça arrivait un petit peu, mais c'était pas trop méchant. J'étais dans une école privée catholique, ça filait droit quand même. Il n'y avait pas de problème de comportement comme moi j'ai pu constater lorsque j'exerçais en tant que professeur des écoles en contractuel, hein, du coup, vu que j'ai pas eu le concours. Bref, je m'évade du sujet. Mais en classe, c'était vraiment mon moment de répit, à part les cours de sport. Oh, les cours de sport, c'était l'horreur. C'était... En fait, que ce soit l'enseignant ou les élèves, tout le monde était contre moi. Ça commençait dans les vestiaires. Dans les vestiaires, on se moquait de moi. J'avais pas le choix, en plus, j'étais obligée de me changer devant tout le monde. Alors qu'on se moquait de moi ouvertement, qu'on m'insultait. Ensuite, j'arrivais donc pour le cours. Par exemple, souvent, vous savez, il y a des équipes à former et puis on prend 2 élèves qui vont former 2 équipes. Donc, c'est les élèves qui choisissent quels autres élèves vont dans leurs équipes. Vous pouvez être sûr que personne ne voulait de moi. Donc, tous les élèves étaient appelés les uns après les autres et à chaque fois, c'était systématique. Moi, j'étais en dernière. Personne ne voulait de moi. Et puis, la dernière, du coup, elle va dans l'équipe où il manque un élève, en fait. Et l'équipe en question, à chaque fois, soufflait. Oh non, pas elle. C'est vrai qu'en sport, j'étais vraiment pas douée. Hein. D'ailleurs, le prof ne manquait pas de me le dire. Hein. Je ne courais pas assez vite, je n'attrapais pas le ballon. Oui, j'avais peur du ballon. Je me mettais dans mon coin parce que personne, de toute façon, ne voulait me passer le ballon. Hein. Je n'étais pas intégrée et je ne faisais pas d'efforts pour m'intégrer non plus parce que je savais que c'était perdu d'avance et que personne ne voulait de moi. Mais le pire, c'était à la pause de midi. C'est là que j'ai vraiment souffert le plus. Là, j'ai vraiment subi des agressions physiques. Il y avait des élèves qui me tiraient les cheveux, qui me crachaient dessus, voilà, qui m'humiliaient publiquement, hein, en rigolant. Hein, voilà, c'était vraiment du harcèlement sans relâche. Vous savez, quand on fait la queue pour arriver au self, je n'avais pas de tranquillité. J'étais toute seule en même temps, j'avais personne qui me défendait, j'avais pas d'amis. Hein. J'ai eu quelques amis vite fait pendant la période du collège. J'avais réussi à une période à m'intégrer dans un groupe, ça n'a pas duré longtemps. Mais globalement, j'étais seule. J'avais une copine aussi en CM2 qui est arrivée dans le même collège que moi et qui, dès le moment où on est arrivé dans le collège, je pense pour ne pas se taper la fille à mauvaise fréquentation que personne n'aime, à mon avis, m'a tourné le dos. Je suppose que c'était pour ça. En tout cas, j'étais très très mal dans ma peau dans cette période-là parce que vraiment, j'étais exclue. Il n'y a pas d'autre mot, j'étais isolée, j'étais exclue, j'étais la fille à mauvaise réputation. Vous savez, d'un côté, il y a les élèves populaires, d'un autre côté, il y a les élèves moins populaires, et puis il y a quelques exclus comme ça. Je sais qu'il y en avait une autre qui était complètement exclue, et je me souviens avoir essayé de l'approcher, mais elle ne voulait pas. C'est-à-dire que l'élève qui était elle aussi exclue, ou alors qui se mettait elle-même en retrait, m'avait elle aussi rejetée, pour vous dire que vraiment personne ne voulait de moi. Bref, et donc oui, la pause du midi, c'était vraiment l'enfer. C'était le moment que je redoutais le plus. Au début, ma mère m'avait inscrite au self, hein, puisque la maison était quand même trop loin, même si j'étais la dernière à être récupérée. À pied, ça faisait une trotte, je l'ai déjà fait. Mais en fait, l'aller-retour à pied ne me laissait pas le temps de manger à la maison. Je l'ai fait quelques fois, mais je ne pouvais pas en faire une habitude, c'était vraiment impossible. Puis ça faisait vraiment beaucoup de marche pour le coup. Et donc j'ai vraiment subi des choses très difficiles à vivre, des agressions physiques, des agressions verbales pendant toute la durée où on fait la queue pour entrer au self. Et je ne sais pas ce qui est pire, si c'était ça ou le moment d'arriver dans le self, mais arriver dans le self, une fois que je m'étais servi, que j'avais mon plateau, il fallait que je m'assoie quelque part. Sauf que c'était le même problème un peu que dans le bus, vous savez, il y a plusieurs tables.
Il y a des places, mais dans des groupes. Parce que vous savez qu'au collège, on est dans une bande, dans un groupe. Enfin, je ne sais même pas comment on appelle ça aujourd'hui. Mais en tout cas, il y avait des tables avec certains élèves où il restait des places. Mais évidemment, je n'étais pas conviée puisque c'était un groupe d'amis. Et moi, je n'étais pas leur amie. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de place disponible pour moi. Donc en fait, si vous voulez, moi, je me retrouvais avec mon plateau à essayer de trouver un endroit où je pouvais m'asseoir. Et je faisais plusieurs allers-retours comme ça, en rond. Dans la pièce jusqu'à ce qu'une table se libère pour que je puisse m'asseoir sur une table prévue pour un groupe, parce qu'il n'y avait pas de table petite pour 2 personnes par exemple, il n'y avait pas ça, il n'y avait que des tables vraiment de groupe et moi j'étais toute seule. Donc j'étais obligée d'attendre qu'une table se libère et de prendre une table réservée pour un groupe en étant toute seule. Donc vous imaginez bien qu'entre ça et le harcèlement que je subissais avant de rentrer dans le self, c'était vraiment juste invivable pour moi. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai très rapidement fui le self. Je n'arrivais plus à y aller en fait. Ça devenait insurmontable pour moi d'affronter cette épreuve du self pour aller manger quoi. Et du coup, le midi, ce que je faisais, c'est que je ne mangeais plus. En fait, dans la commune où était ce collège, il y avait des toilettes publiques où on descendait des escaliers et il n'y avait jamais personne là-bas. Et j'allais me cacher là-bas. Voilà, j'étais dans le noir, je m'asseyais par terre, à côté des toilettes. Et j'avais la paix. J'avais la paix, il n'y a personne qui me voyait, il n'y a personne qui m'insultait, il n'y a personne qui me faisait du mal. Donc je ne mangeais pas, j'attendais que passe le temps pour pouvoir retourner en cours après. Voilà, donc ça a été mon quotidien pendant très longtemps. Alors évidemment j'avais faim, hein, mais en même temps mon problème c'était que j'étais grosse. En tout cas c'est ce que je pensais à l'époque puisque c'est l'étiquette qu'on m'avait collée. Et en plus j'avais entendu dire que le seul moyen de maigrir c'était d'arrêter de manger et de faire du sport. Donc je me disais je mange pas mais peut-être que du coup je vais maigrir et qu'après les gens vont m'accepter. À ce moment-là dans ma tête clairement c'était moi le problème. Je n'étais pas comme les autres, je ne méritais pas d'avoir des amis, j'avais un gros problème. Et je ne savais pas comment m'en sortir. J'ai essayé d'en parler, j'en parlais très peu parce que encore une fois j'étais complètement isolée, j'étais dans une profonde solitude. J'ai supplié ma mère de me changer de collège. J'étais dans un collège privé, je lui ai demandé de me mettre dans le public. Elle avait refusé parce que tout simplement, selon elle en tout cas, le niveau scolaire était meilleur dans le privé. Et je me suis jamais sentie entendue en fait. Le peu de fois où j'ai exprimé mes souffrances que je traversais vraiment chaque jour, parce que c'était pas de temps en temps, c'était vraiment tous les jours, sans relâche, et ce pendant vraiment toute ma scolarité. Ça s'est un petit peu calmé au lycée dans le sens où j'ai moins subi de harcèlement direct. Il y en avait, mais moins fréquemment. Vous savez, le fait de m'agresser, de me tirer les cheveux, de me cracher dessus, de me taper, de m'insulter. Il y en avait, mais c'était quand même un peu moins. Les élèves avaient tendance, on va dire, à me foutre la paix, si on peut dire ça comme ça, mais je restais dans mon coin, j'étais toujours la grosse que personne n'aime en fait, qui ne peut s'allier avec personne, que ce soit en sport ou d'ailleurs dans les groupes qui étaient faits en classe, hein, je n'étais jamais acceptée où que ce soit, sauf si les autres n'avaient pas le choix que de m'accueillir, voilà, le boulet c'était moi. Oui, ça m'a suivi au lycée parce que tout simplement la population du collège est partie dans le même lycée, c'est-à-dire il y avait le collège privé dans une petite commune, hein, c'est pas une grande ville, moi j'étais quand même pas à la campagne mais pas loin quoi, et j'étais dans un collège privé et tous les élèves de ce collège allaient dans le même lycée privé, à quelques exceptions près, donc au final ça changeait rien pour moi, il n'y avait pas de nouvelles têtes, tout le monde me connaissait, donc forcément ma réputation m'a suivie et il n'y a pas eu de changement. Et le pire c'est que je pensais que pour être acceptée, il fallait que je perde du poids. Donc quand je rentrais chez moi le soir, j'avais des objectifs déjà, dès toute petite, hein, à peine, je saurais vous dire l'âge exact, mais dès le collège, je me fixais des objectifs, des plans d'action. Ce que j'ai fait pendant mon parcours perte de poids, je l'ai commencé très tôt, sauf qu'au début c'était du gros n'importe quoi, c'était tu manges pas en fait, hein, tu fais genre de manger à table avec les autres, le soir au dîner, le midi tu manges pas, mais voilà tu manges très peu et moins tu mangeras, plus tu maigriras vite. Il y avait un vélo d'appartement dans le garage chez ma mère et du coup je me défonçais dessus. J'étais persuadée que j'allais réussir à maigrir comme ça, mais en fait ce qui s'est passé c'est l'inverse. Du coup ça
ça a créé mes troubles du comportement alimentaire, tout est parti de là. J'ai fini par rentrer de l'école complètement affamée et du coup, le premier réflexe que j'avais à ce moment-là, c'était de me jeter sur le pot de Nutella à la cuillère avec souvent le pain frais que ramenait ma mère de la boulangerie. Et là, ont commencé mes premières crises d'hyperphagie, c'est-à-dire que je m'empiffrais et j'ai commencé à trouver du réconfort dans la nourriture. C'était une manière de me punir, mais aussi de me réconforter. C'est vraiment là qu'ont commencé mes troubles du comportement alimentaire, parce que de base, j'avais pas de problème avec l'alimentation. C'était vraiment psychologique. Parce qu'en fait, tous les objectifs que je me tenais, évidemment, je n'arrivais pas à les tenir. Ils étaient beaucoup trop stricts. Donc, ça fait que j'étais en échec et que je me sentais de plus en plus nulle. Et j'avais de moins en moins d'espoir. Je me sentais désespérée. J'ai compris que je serais toujours grosse, que c'était mon identité, que voilà, c'était mon étiquette pour la vie. Je suis la grosse et c'est comme ça. Et c'est vrai que même en dehors de l'école, c'est une image qui a continué à me suivre. Je n'ai pas subi de harcèlement en dehors de l'école, mais on avait quand même tendance à me dire dans le milieu familial que j'étais faite pour être comme ça en fait. Voilà, c'était ma nature et que j'y ferais rien. Hein. J'ai des hanches, j'ai des formes, je suis faite pour être grosse en gros quoi. Donc voilà, c'est comme ça ma pauvre fille, t'y feras rien. Faut l'accepter et c'est tout. Donc j'avais juste à me taire et à accepter d'être la mauvaise fille parce que j'avais pas le physique qui correspondait à la société. Je pense que ce qui m'a sauvée, c'est la musique. Le soir, je mettais mon Walkman dans les oreilles, c'était des CD à l'époque. Ah oui, je suis plus toute jeune, j'ai 33 ans aujourd'hui. Je vous parle d'une époque qui commence à dater aujourd'hui. J'ai toujours eu du mal à tourner cette vidéo. Ça m'a quand même suivi de nombreuses années et ça a forgé mon identité, en tout cas à l'époque. Donc ça a été très difficile pour moi, c'est la raison pour laquelle je suis devenue obèse. Hein. Je reviendrai là-dessus après. Ouais, ce qui m'a sauvée, c'est la musique. Le soir, je mettais les écouteurs sur mes oreilles et ça me permettait de m'évader, d'espérer. J'ai commencé à nourrir des rêves et ça m'a permis aussi d'avoir la patience d'attendre que ça passe parce que j'avais tout à fait conscience que le jour où j'aurai mon bac, que j'aurai mes 18 ans, je pourrais partir et reprendre un nouveau départ. Enfin, commencer ma vie, tout simplement, parce que pour moi, c'était pas une vie, ça. Clairement, c'était un cauchemar, c'était un enfer. Je me souviens avoir demandé à mon père de me faire émanciper, mes parents donc, qui sont divorcés. Donc j'allais chez mon père pendant les vacances scolaires et je lui avais demandé de me faire émanciper quand j'avais 16 ans. Il a refusé. Enfin voilà, j'ai essayé de me sortir de cette situation de différents moyens. Mais j'ai pas su en tout cas trouver le soutien, j'ai pas su trouver l'écoute non plus. Je pense que les adultes, en tout cas pour certains, étaient conscients de ce que je subissais à l'école, plus ou moins du moins, mais ne faisaient rien. Et je pense que d'autres n'en avaient pas conscience. En tout cas, je pense qu'il est difficile de se mettre à la place de ceux qui le vivent si on ne l'a pas vraiment vécu. Mais ça n'empêche que les adultes, c'est quand même de leur responsabilité de lutter contre toute forme de harcèlement scolaire. Alors aujourd'hui, on va vers du mieux, il y a de plus en plus de prévention, on est de plus en plus vigilant dans les établissements scolaires, mais à l'époque, c'était pas du tout ça, quoi. Donc j'ai pris mon mal en patience et puis un jour, j'ai enfin pu partir, j'ai eu mon bac, j'ai eu 18 ans. J'ai eu 18 ans avant mon bac, d'ailleurs je trouvais ça injuste. J'avais 18 ans mais j'étais obligée d'attendre d'avoir mon bac. Et j'ai enfin pu quitter la maison, quitter le lycée, j'ai été à la fac. Je n'ai croisé que 2 têtes qui revenaient du lycée, qui d'ailleurs m'ont regardé comme si j'étais un insecte. Et là, je me suis dit, ça va, il n'y en a que 2. Donc, je peux me créer une nouvelle vie. Je pense pas qu'elles vont aller balancer, je pense pas qu'elles vont aller parler sur moi, genre, elle, faut surtout pas l'approcher et tout. Puis je grandissais, j'avais quand même 18 ans. Donc, j'ai commencé à avoir espoir d'une autre vie. Et effectivement, là, le cauchemar s'est arrêté. Dans le sens où personne ne savait qui j'étais. la grosse que personne n'aime. Personne ne savait que j'étais cette fille-là. Et j'ai enfin réussi à m'intégrer, j'ai enfin réussi à me faire des amis. Pour autant, ça restait difficile pour moi parce que ce que j'ai vécu n'a pas été sans conséquences. Dans le sens où j'ai eu du mal du coup à avoir des compétences sociales, on va dire, les codes sociaux, je les avais pas. Alors dans les relations à 2, 1 à 1, ça allait à peu près. Mais dès que j'étais dans un groupe, je me sentais complètement mal à l'aise. Je ne savais pas où me mettre, je ne savais pas comment me comporter, quoi dire, de quelle manière. Et encore aujourd'hui, ça reste assez difficile pour moi. C'est pas naturel, c'est pas spontané comme ça devrait l'être.
ouais, j'ai encore du mal aujourd'hui, à l'heure actuelle. C'est une conséquence qui a toujours un impact dans ma vie, alors que j'ai 33 ans, quoi. Je me sens moins perdue, moins désorientée qu'avant, mais j'ai toujours ce malaise de me dire, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut parler? J'essaie d'observer un peu comment les autres fonctionnent, puis je me sens pas forcément à ma place, en fait. J'ai toujours ce sentiment de me sentir différente, de sentir que je suis pas inclus comme les autres. C'est bizarre, hein, mais ça reste, ça laisse des marques. Alors évidemment, le plus gros impact que ça a eu, ça a été sur la confiance que j'avais en moi-même. Ça, vous vous en doutez bien, à force d'être rabaissée, d'être dénigrée, juste pour une question d'apparence physique en plus. Mais j'étais jeune, je me formais, j'ai grandi avec ça en fait. J'ai grandi avec cette image. J'ai grandi en me faisant harceler chaque jour. Ça a été très dur pour moi et je sais que ça m'a demandé beaucoup de force. Beaucoup de patience et beaucoup de force pour pouvoir m'en sortir. Ça a été très très dur à vivre. Et une conséquence aussi que ça a eu dans toutes mes relations, que ce soit amicales, amoureuses, familiales, j'ai toujours eu ce sentiment que je ne méritais pas d'être aimée. Et je pense que ça c'est vraiment lié en grande partie, en tout cas, au harcèlement scolaire que j'ai vécu. Et c'est pas forcément toujours conscient non plus. C'est-à-dire que parfois je m'en rends compte après. Je comprends que, ah oui, effectivement, je crois que au fond, j'ai ce sentiment que je ne mérite pas que les autres m'aiment. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça laisse des traces. Et évidemment, c'est la raison pour laquelle je suis devenue obèse. Non seulement parce que c'est de là que sont nées mes crises d'hyperphagie, mes troubles du comportement alimentaire. Et la nourriture devenait de plus en plus un refuge dans lequel je me cachais tous les jours. Quand j'étais à la fac, je commençais à être intégrée. Mais pour autant, j'avais cette partie de moi qui n'allait pas bien. Et tous les soirs, je mangeais des quantités astronomiques, des mauvaises choses. J'étais dans une forme d'autodestruction, en fait. Puis je savais que j'étais et que je serais toujours cette grosse. J'avais vraiment le rêve, depuis le collège, de perdre du poids. C'était vraiment un rêve ancré depuis très longtemps. Mais même si une partie de moi y croyait, parce que j'ai toujours eu cet espoir qui m'a maintenue durant toutes ces années, hein, qui m'a donné de la force, mais en surface, de manière consciente en tout cas, je manquais cruellement de confiance en moi et je n'y arrivais pas, donc je remettais toujours au lendemain, un jour j'y arriverai, un jour j'y arriverai, et pendant tout ce temps, je me détruisais à petit feu, je martyrisais mon corps, je m'empiffrais. J'étais déjà grosse, hein, vous savez, un peu plus, un peu moins... Autant se réfugier dans la nourriture, parce que je trouvais vraiment du refuge dans la nourriture, j'adorais ça. Je savais que ce n'était pas bon pour moi, et puis j'étais jeune, je me disais, j'ai le temps, plus tard. Voilà. Puis un jour, je me suis réveillée, et le mal était fait, quoi. J'étais quand même à plus de 120 kilos, je suis montée à plus de 123 kilos. J'ai réussi à tenir 2 grossesses avec mon obésité massive. Heureusement, je n'ai pas eu de problème par rapport à ça. Mais mon obésité, évidemment, n'a pas été facile à vivre. J'avais du mal à rentrer mes fesses partout. Je souffrais. J'étais pas du tout dynamique. J'étais lente et j'étais tout le temps fatiguée. Le moindre mouvement m'épuisait. Faire un peu de ménage chez moi, c'était épuisant. J'avais du mal à rentrer dans ma voiture. Je dormais mal la nuit parce que j'avais mon pouls là qui touchait mon menton en fait, donc du coup l'air passait pas bien, donc dans certaines positions que je préférais, j'étais pas à l'aise, donc ça me perturbait mon sommeil. Enfin voilà, je suis allée très très loin suite à toute cette histoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous raconte tout, puisque c'est là que tout a commencé. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toutes celles et ceux qui traversent ce que j'ai pu traverser à l'époque. Je ne le souhaite à personne parce que c'est vraiment horrible à vivre. Je veux vous dire que vous n'êtes pas seul. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas vous laisser faire. Aujourd'hui, c'est le seul regret que j'ai, c'est de ne pas m'être défendue, de ne pas avoir ouvert ma bouche. Quand j'y pense, ça aurait pas pu être pire en fait. Au contraire, peut-être que si je m'étais rebellée et que j'avais été moins gentille, peut-être qu'on m'aurait respectée. Voilà pour mon histoire. C'était clairement la vidéo pour moi la plus importante de cette chaîne YouTube que j'avais prévu de faire depuis même avant que j'ouvre cette chaîne, que j'ai eu du mal à faire. Je m'étais promis de la faire quand j'aurais terminé ma perte de poids. Ça y est, j'ai perdu 40 kilos depuis plusieurs mois maintenant et je repoussais toujours.
Je suis très contente de l'avoir faite. Je vous demanderai d'être bienveillant dans vos commentaires. Ça n'a pas du tout été facile pour moi de faire cette vidéo, mais j'y tenais beaucoup depuis plusieurs années. Je tenais à rendre ça public et à prendre la parole, à ouvrir ma bouche, parce que j'ai toujours fermé ma bouche et voilà, ça c'est fini. Non au harcèlement scolaire, non à la grossophobie et non à toute forme de discrimination. Que du love. The future is now.